La séance est ouverte. Monsieur le Président, Monsieur le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, Monsieur le vice-président du Conseil d'État, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le grand chancelier de la Légion d'honneur, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le gouverneur militaire de Paris, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, membres du Conseil économique et social d'Île-de-France, membres de la mairie de Paris, membres du Conseil régional d'Île-de-France, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, Monsieur le chancelier, Madame et Messieurs les secrétaires perpétuels, Messieurs les présidents des académies, chers confrères, Mesdames et Messieurs, l'Institut national de France, fondé par l'article 298 de la Constitution du 5 Fructidor an 3, avec la mission de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences, a été organisé d'abord par la loi du 3 Brumaire en 4, puis par celle du 25 Germinal en 4. C'est en fait cette date du 3 Brumaire en 4, autrement dit 25 octobre 1795, qui est retenue pour marquer la création de l'Institut de France. Et la séance solennelle de rentrée des 5 académies célèbre cet anniversaire le mardi le plus proche du 25 octobre. 5 académies. L'Institut, créé à la suite de la suppression des académies par la loi du 8 août 1793, ne comportait à sa création que 3 classes: sciences physiques et mathématiques, sciences morales et politiques, littérature et beaux-arts. Ce n'est que par l'ordonnance royale du 26 octobre 1832 que l'organisation générale de l'Institut regroupant 5 académies fut acquise, comme le dispose désormais l'article 1er de son règlement général. C'est ainsi que l'Institut de France occupe aujourd'hui une place tout à fait originale parmi les institutions françaises, par son histoire et par sa composition, et aussi par ses activités et ses buts actuels. Institution marquée par la pluridisciplinarité et le mécénat, souvent qualifiée de « parlement des savants », ainsi que l'affirme son site Internet, l'Institut a pour vocation première de réunir et de faire travailler ensemble les élites scientifiques, littéraires et artistiques de la nation, dans une perspective encyclopédique en toute conformité avec sa mission d'origine fixée en 1795. Il se veut lieu de synthèse et de réflexion indépendante, ouvert aux horizons de la recherche comme aux problèmes de son temps. Mais l'Institut et les académies ont aussi une importante activité de mécénat, par l'intermédiaire de fondations abritées encourageant la création et la recherche. En effet, suivant l'exemple du duc d'Aumale, mécène historique de l'Institut de France, de nombreuses personnes privées ont, directement ou au travers de la création d'une fondation, légué à l'Institut ou à l'une des académies tout ou partie de leur patrimoine, en les chargeant de l'utiliser à des fins sociales, morales ou scientifiques. Les académiciens qui s'associent avec les fondations apportent leur expertise et leur rigueur à la sélection des projets et des lauréats. Depuis désormais 5 ans, l'Institut tient 2 séances sous la coupole. 2 séances qui illustrent les 2 missions que je viens de décrire. L'une, à la fin de l'année académique, c'est-à-dire en juin, célèbre les actions de mécénat en proclamant les lauréats des prix et subventions. L'autre, de tradition, réunit les 5 académies autour d'un thème commun pour une réflexion philosophique au plein sens du terme. Cette année, nous avons retenu le thème de la lumière. Il sera traité dans l'art, les sciences humaines, la littérature et les sciences, avec 5 orateurs représentant nos compagnies.
M. Bertrand Saint-Cernin, délégué de l'Académie des sciences morales et politiques, aura la parole sur le thème des usages de la lumière. M. Roger Taillibert, président de l'Académie des beaux-arts, nous parlera de poésie et lumière. M. Claude Cohen-Tanouji, délégué de l'Académie des sciences, apportera le point de vue des sciences physiques avec son discours « Lumière, matière et cosmos ». M. André Vaucher, président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, évoquera les lumières du Moyen-Âge. Et M. Éric Orsena, délégué de l'Académie française, conclura en faisant un éloge de l'ombre. Mais avant de leur donner la parole, j'ai le triste devoir de rappeler le nom des membres, ou associés étrangers, ou correspondants français et étrangers, qui nous ont quittés depuis notre séance du 28 octobre 2008. Nous avons perdu. À l'Académie française, Maurice Druon, qui en a été le secrétaire perpétuel pendant près de 15 ans. À l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Robert Estienne. Parmi les associés étrangers, Grégory Bongar-Lévin, Karl Ferdinand Werner, Domenico Maffei. Parmi les correspondants, Angéliki Layou et Georges Tate. À l'Académie des sciences, Pierre Dejour, Paul Germain, qui en a été le secrétaire perpétuel pendant 20 ans, Thierry Aubin, Piotr Slonimski, Jean Dosset, prix Nobel de médecine en 1980, André Caudron, Maurice Fontaine, doyen d'âge de l'Institut, décédé dans sa 105e année. Parmi les associés étrangers, Irving Gonzalez, Kiyoshi Ito, Rudolf Trumpi, Anders Lundberg, Jacques Dainty, Ephraim Kachalski-Kadzir, qui fut président de l'État d'Israël, Israël Gelfand. Parmi les correspondants, Henri Benoît, Jacques Jousseau-Dubien, Daniel Schwartz. À l'Académie des beaux-arts, Serge Nigues. Parmi les correspondants français, Jacques Treffel. À l'Académie des sciences morales et politiques, Roland Drago, Pierre Chaunu, décédé il y a quelques jours, et parmi les correspondants, Ralph Dahrendorf. Nous saluerons avec respect leur mémoire en pensant au rôle qu'ils ont joué au sein de nos compagnies. Je vous remercie de bien vouloir vous lever. Présentez. Sabre. Nous allons maintenant entendre les orateurs délégués par les 5 académies. La parole est à M. Bertrand Saint-Cernin pour son discours intitulé « Usage de la lumière ». Au milieu du siècle dernier, un homme extraordinaire, Michel Alexandre, enseignait la philosophie en Hippocagne à Louis le Grand. Il était l'éditeur des célèbres leçons et fragments de Jules Lagneau, dont il nous citait la formule « clarum per obscurius », expliquer le clair par l'obscur, ou plus précisément par l'épaississement des ténèbres. Il illustrait ainsi la tâche de la pensée, établir les usages de la lumière. Aristote observe dans son traité de l'âme qu'on ne peut pas penser sans imaginer. Le travail de l'esprit recourt à des modèles tirés des sens,
En grec, nous, l'intelligence, désigne d'abord le flair, et son équivalent arabe, akl, le lien qu'on met aux jambes intérieures d'un chameau. Dans les suppliantes d'Échille, le roi des Argiens doit décider s'il accueille une troupe de jeunes filles qui sollicitent sa protection, acte qui risque de déclencher une guerre incertaine avec leurs poursuivants. « J'ai besoin pour nous sauver, écrit-il, d'une réflexion profonde et d'un œil perçant et non troublé par l'ivresse qui descendent dans l'abîme comme un plongeur. La comparaison de la pensée à l'exploration d'un milieu ténébreux se retrouve dans l'Acès, où Platon note que le courage est comme de déplonger ou de descendre dans un puits sans savoir si ni comment en sortir. Et à la fin des lois, Platon définit la connaissance parfaite, capable d'assurer le pilotage des cités par gros temps, comme, je le cite, le mélange de l'intellect et des perceptions les plus belles, se fondant au point de ne plus faire qu'un. La nécessité où nous sommes, pour connaître, de fusionner l'apport des sens et celui de l'intellect, nous conduit à prendre la lumière physique comme une image de la pénétration de l'esprit. Or, éviter de dissocier la perception, aesthésis, et l'intelligence, nous, ne va pas plus de soi que réaliser leur bon mélange. Nous avons pour cela besoin d'une méthode qui établisse les usages de la lumière, c'est-à-dire nous instruise à l'attention. Dès l'Antiquité, plusieurs types d'exercices ont été proposés qui tous visaient le même but, nous faire découvrir, comme l'écrit Simone Veil à Joë Bousquet, que les choses et les êtres existent sans que nos intérêts ou nos humeurs altèrent ce qu'ils sont. N'est-ce pas une tâche impossible si la connaissance parfaite implique la fusion de l'intelligence et des sens? La réponse que propose la pensée antique, puis la pensée médiévale et moderne, est que l'attention, loin d'être spontanée, exige un long entraînement que les anciens appelaient prière, parce qu'il s'agit de regarder la réalité comme un Dieu pourrait le faire. En effet, dit Platon, je le cite, « Dieu est la mesure de toute chose, plus que ne l'est, prétend-on, l'homme ». De Platon à Husserl, du recours aux mathématiques à la pratique de la réduction eidétique, on retrouve la même idée. Nous avons besoin, pour connaître, des sens, mais la connaissance sensible ne nous fait pas découvrir à elle seule le réel. Les sciences cognitives reprennent le même programme, elles tentent d'élucider les opérations cérébrales qui président à la constitution de l'objectivité. Est-ce possible? L'un des membres éminents de l'Académie royale des sciences, Nicolas Malebranche, exact contemporain de Louis XIV, spécialiste de l'optique géométrique et disciple de Descartes, répondait que toute opération intellectuelle ou spirituelle était aussi un processus cérébral. Il voyait là, d'ailleurs, une conséquence anthropologique de l'incarnation. Mais selon lui, nous nous connaissons par conscience ou par sentiment et non de façon scientifique, parce que Dieu ne nous a pas livré, je le cite, l'archétype de notre être. La démarcation qu'opérait Malebranche entre la science de l'étendue, d'une richesse inépuisable, et l'étude de l'homme qu'il jugeait impossible d'élever à l'état de science a-t-elle disparu? L'étude de la nature et celle des hommes baignent-elles dans une égale lumière? Pour répondre à cette interrogation, considérons un instant la notion d'archétype qu'emploie Malebranche dans le troisième de ses entretiens sur la métaphysique et sur la religion. Il oppose la science de l'étendue, les sciences de la nature, si l'on veut, à la connaissance que les hommes ont d'eux-mêmes. Qu'il y a de différence, dit-il, entre la lumière de nos idées et l'obscurité de nos sentiments, entre connaître et sentir. Car, précise-t-il, l'homme n'est point à lui-même sa propre lumière.
Sa substance, loin de l'éclairer, lui est inintelligible. Il ne connaît rien que par la raison universelle qui éclaire tous les esprits, que par les idées intelligibles qu'elle leur découvre. Où donc, dans ces conditions, observer sur le vif la différence entre connaître et sentir? Malebranche répond en mathématiques et en physique. Je connais, dit-il clairement, les parties de l'étendue parce que je puis voir évidemment les rapports. Je vois clairement que les triangles semblables ont leur côté proportionnel, qu'il n'y a point de triangle plan dont les trois angles ne soient égaux à deux droits. Et il conclut, cette idée de l'étendue est si lumineuse, si féconde en vérité, que tous les esprits ensemble ne l'épuiseraient jamais. Rien de tel, hélas pour nous, en revanche, dans la sphère morale et politique. Tout d'abord, je reste impénétrable à moi-même. Je cite Malebranche, « Le sentiment intérieur que j'ai de moi-même, écrit-il, m'apprend que je suis, que je veux, que je sens, que je souffre. Mais il ne me fait point connaître ce que je suis, la nature de ma pensée, de ma volonté, de mes sentiments, de mes passions, de ma douleur, ni les rapports que toutes ces choses ont entre elles. » En d'autres termes, nous avons de l'être humain un savoir empirique, mais nous n'en avons pas une connaissance scientifique parce que nous ne pouvons pas unifier nos informations fragmentaires sous une même idée, sous un même archétype. Malebranche fut un grand peintre de la vie psychologique et sociale, mais ce physicien-philosophe dénie à un tel savoir le statut de science, non parce que les informations particulières y manqueraient de vérité, mais parce que nous ne savons pas comment rendre intelligible le lien entre les observations particulières, si fondées soient-elles. C'est exactement la différence que Platon fait dans le Ménon entre l'opinion droite et la science. La première produit des observations vraies, mais ignore comment les lier de façon rationnelle. La seconde, en revanche, établit un lien intelligible entre les vérités particulières. Ce lien du Ménon et l'archétype des entretiens de Malebranche soulèvent une même question: de quelle nature est l'élément qui éclaire les rapports entre les êtres? Pourquoi ce lien serait-il plus facile à établir entre les objets de la nature qu'entre les esprits? Plusieurs hypothèses ont été proposées sur la nature de ce lien intelligible. On peut les réduire à trois. 1. Ce lien est celui que Dieu établit entre les êtres. La raison humaine ne peut, dans le meilleur des cas, que les découvrir et jamais les produire. 2. Ce lien est une construction humaine. L'esprit le fabrique. À la limite, il n'y a pas de différence entre des productions comme la mythologie, la poésie et la science. 3. Ce lien est une construction humaine, mais il n'est valide que s'il restitue des relations existant entre les êtres. Cette troisième hypothèse est celle des fondateurs de la science moderne. Ils croient que la raison est universelle et que Dieu, ayant fait l'homme à son image et à sa ressemblance, la raison humaine peut reconstituer les opérations par lesquelles Dieu a créé et maintient l'univers. À ce propos, on dispose de témoignages bien antérieurs à la naissance de la science moderne. Au IVe siècle, un père de l'Église, Basile de Césarée, 330-379, dans son Hexaéméron, c'est un récit sur les 6 premiers jours de la création, déclare que nous pouvons comprendre comment opère la raison industrieuse, logos en technos, de Dieu. Connaître, ce n'est donc pas seulement contempler, mais faire ou refaire ce que Dieu a produit. Et Grégoire de Nice, frère et continuateur de Basile, note dans sa création de l'homme que ce n'est pas l'individu, mais, je le cite, la totalité de l'humanité qui est image de Dieu.
Retrouver les opérations de la création divine ne résulte donc pas de coups de génie individuels séparés, c'est le fruit d'une suite d'essais collectifs et liés pour mettre au jour les processus naturels. De fait, vers 1750, dans le milieu des encyclopédistes, une notion nouvelle apparaît, celle de révolution scientifique. Au début, le sens astronomique prévaut. On rêve de rétablir la connaissance dans un état comparable à celui qu'elle aurait connu dans l'Antiquité, puis on s'aperçoit qu'une révolution des idées en sciences ne consiste pas à revenir à un état passé, mais à inaugurer un nouvel état de la connaissance. Telle est la voie que décrit Cournot dans ses considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes en 1872 et qu'explicite Whitehead dans Science and the Modern World en 1925. En 1872, plus d'un siècle après l'apparition de l'idée de révolution scientifique, Cournot montre que l'humanité, par des stratégies successives et historiquement enchaînées, se dote de concepts, d'hypothèses et de moyens d'investigation empirique qui lui permettent de pénétrer progressivement dans ce que Basile de Césarée appelle l'atelier de la création divine, tes teias demiurgias ergasterion, et Goethe, dans ses conversations avec Eckermann, 2 août 1830, le mystérieux atelier de Dieu, die geheimnisvolle Werkstatt Gottes. Cournot a étudié l'approche géométrique de l'univers des Grecs à Copernic, la naissance de la mécanique au XVIIe siècle, la fondation de la chimie comme science et le développement de la chimie de synthèse, la migration du calcul des probabilités vers l'étude de l'infiniment petit et de l'infiniment grand dans la nature, alors que ce calcul avait d'abord été conçu pour étudier les jeux, le vote et quelques autres phénomènes sociaux. Enfin, il étudie la double apparition de la cosmogonie physique et de la théorie de l'évolution qui instaure une approche historique de l'ordre physico-chimique et de l'ordre biologique. Si la thèse de Cournot et de Whitehead est juste, la philosophie doit revêtir la forme d'un essai de cosmologie, c'est-à-dire qu'elle doit tenter de comprendre comment les divers ordres de la nature s'articulent. Pour y parvenir, il faudrait, selon la formule de Whitehead, transformer en relations internes les regards distincts que le mathématicien, le physicien, le chimiste, le biologiste, l'historien, le sociologue, le philosophe, etc., portent sur le réel. Or, la cosmologie ne repose pas sur des concepts et des hypothèses évidents. Elle avance, dit Whitehead, par d'audacieux sauts de l'imagination que la démonstration et l'expérimentation confortent, mais de façon incomplète et révisable. En ce début du XXIe siècle, que répondrions-nous à Malebranche ? Nous est-il possible de prendre sur l'homme une perspective cosmologique ? Comment éviter, comme le dit Bergson, de confondre une lampe de mineur avec l'éclat du soleil ? Dans la conception classique de la raison, on faisait l'hypothèse que si diverses que fussent les propositions scientifiques, elles pouvaient être assimilées par l'individu. En 1830, John Herschel, astronome et philosophe, écrivait « La science est la connaissance produite par beaucoup, assimilée et ordonnée méthodiquement, de sorte qu'elle devienne accessible à un seul. » Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aucun scientifique ne serait capable d'assimiler à lui seul la science dans son ensemble, ou peut-être même une théorie scientifique dans son entier. Puissions-nous, à travers ces 5 exposés, trouver entre les aspects de la lumière un lien intelligible et nous approcher ainsi de l'esprit du Timée, dont Simone Veil disait
qu'il était l'œuvre d'un homme qui était sorti de la caverne et qui y était retourné. Merci, Monsieur Saint-Cernin. Je donne maintenant la parole à Monsieur Roger Taillibert, président de l'Académie des Beaux-Arts, pour la lecture de son discours intitulé « Poésie et lumière ». S'il est un fait permanent qui guide la vie de l'homme dans tous ses choix, c'est bien cette source divine et sacrée qu'est la lumière. André Malraux a déclaré que l'art est une fonction essentielle qui est de révéler à l'être humain sa grandeur et sa dignité. Cette révélation est valorisée et découverte par ces rayons divins qui font briller le beau et le laid. C'est ainsi que la lumière devient une composante magique essentielle de notre vie culturelle. Ces jeux permanents que le soleil porte sur notre présence sur Terre sont une richesse que seul notre œil rend compte. En accompagnant toute la richesse artistique de chaque acte de la vie de l'homme, il existe là une participation constante aux rêves qui illuminent nos jours et nos nuits, où la présence de l'ombre, toujours incertaine, quelquefois indéfinissable, nous fait revivre la magie et la poésie de la vie éternelle. C'est ainsi qu'un rêve occupe l'espace défini des formes qui deviendront des symboles. C'est aussi la prodigieuse présence de la poésie humaine où les arts, la littérature et les sciences nous ouvrent les portes de l'inconnu, richesse convoitée par toutes les âmes. Essayons de rappeler ici quelques-unes des valeurs symboliques fortes de la lumière. Lever du soleil, lumière divine, transfiguration, éclat du sublime, elle sera toujours un objet de représentation et d'utilisation multiples. Depuis l'art paléolithique, les artistes ont eu conscience de la force de ce rêve lumineux, dessinant, gravant sur les murs, devant les flammes des brasiers ou artificiellement, ils recréent cette force qui peut guider la main de l'homme au service de la pensée. Ici apparaissent les forces des nuits profondes. Rien n'est plus fort que la nuit pour conserver ces œuvres millénaires de la préhistoire, les revisiter grâce à la vision artificielle de ce qui fut naturel dans la nuit. Rien ne sera jamais un révélateur aussi fort dans la vie de l'homme que l'art visible, l'architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, qui portent dans les rêves lumineux la présence permanente de l'homme dans ses actions. Évoquons ici le recueillement dans une cathédrale, où la lumière se diffuse à travers de ces joyaux qui sont les vitraux influencés par l'histoire fondamentale de la religion chrétienne. Rien ne peut échapper à l'œil de l'homme non averti. Devisant de nuit, aux abords de Notre-Dame, la richesse de la lumière, secondée par une valorisation de l'ombre, porte en nous un rêve où l'image ne nous quitte plus. Remercions cette vie de l'espace, dont la science a enrichi le pouvoir de réception. Chaque époque sacrée, aussi son passé, mais valorise son avenir. S'il en est bien, le vecteur initiatique culturel fondamental qui enrichit la connaissance, mais aussi rêver et conduit à l'innovation. L'œuvre d'art a quelque chose de commun avec l'être vivant, en ce qu'elle offre, sans équivoque, une vision dynamique et permanente, que vous allez aimer et vous emportera des rêves futurs. C'est encore cette puissance qui fera voir et comprendre quel est l'effet, quelle est la cause. En somme, cette origine, toujours déclarée par Platon, le jour est la lumière de Dieu qui nous enveloppe. Peut-être faut-il, par le développement des lumières, tel qu'il s'est exprimé après la Révolution. La primauté de la beauté fut révélée, affirmée depuis l'Antiquité, qui, grâce à la lumière, nous fit découvrir, écrire et capter la nature. Les naturalistes et les réalistes en sont conscients et l'expriment vraiment,
Mais d'autres artistes l'invoqueront avec talent, comme Rodin. La lumière nous guide pour affirmer qu'il n'y a point de recette pour embellir la matière. Il ne s'agit que de la voir sous ses yeux dès l'aurore. Après avoir parcouru la voie du beau à travers cette force naturelle et sa richesse émotive, on pourrait donc dire que l'art a aussi pour fonction de soustraire au temps quelque chose et suggère par cette réalité qui nous enveloppe ce monde de vérité au travers duquel rendre réalité humaine n'est qu'apparence. Par conséquent, il est un facteur fondamental de communication, donnant toujours la vérité et la force de découvrir et d'exprimer l'inexplicable, cette palette lumineuse pour les non-voyants. Nous ne regardons toujours que la richesse du beau qui perce à travers tous nos rêves. Rien ne remplace les lancements caractéristiques de l'occupation spatiale. Rien ne nous éloignera des formes toutes de la jeunesse terrestre, où la dynamique des montagnes nous offre un jeu d'orgue dont la musique est ordonnée par ces lumières, feux célestes qui enveloppent leur manteau de brume, la plus grande force que la nature ait créée. Si je me suis permis d'employer le mot laideur, il s'appuie sur un fait souvent troublé par un modernisme provocateur, éloigné de tout rêve métaphysique. Et pourtant, une clé universelle est née de l'énergie, la fée électricité, est devenue l'exploitant exigeant, dynamique et puissant. Seule l'énergie nucléaire, productrice de lumière, permet de transporter l'homme par sa puissance sur la scène de la nuit profonde et de répondre aux exigences. Combien de nos plus grandes célébrités, dévorées par une jeunesse ivre du charme nocturne, participent à ces rêves profonds, aux grandes créations de nos rêves nocturnes. Rien n'est certainement plus brillant qu'une écriture moderne dans la nuit. Rien n'est plus envoûtant que le manteau de la nuit profonde, se trouvant déchiré par ses feux et les sons des arts et des sciences médiatiques. Il s'agit bien d'une grande poésie dans le climat populaire effrayant. L'actualité artificielle qui s'est ouverte une voie royale fascine notre jeunesse. Cette clé universelle de l'énergie a créé un monde nouveau, très éloigné des marges de la Renaissance ou de nos royautés vacillantes. Mais le temps m'étant compté, je reviendrai vers nos très grands artistes porteurs de choix révélés par le sculpteur ou le peintre. Je souhaiterais m'attarder sur Dali, artiste de grande intelligence, qui vécut avec force la source lumineuse. C'est ainsi qu'apparaît le surréalisme, lumière permanente et généreuse, réintroduisant de vieilles habitudes réalistes où quelquefois nos amis partagent une certaine nostalgie sans l'avouer. Ces feux, pour un artiste, sont une très grande richesse. La puissance des formes générées par ces réalisations façonne l'équilibre de l'homme, tant par la qualité du logement et de toutes les activités génériques des actions culturelles. C'est bien ici que le soleil, la lumière et l'ombre sont des puissants acteurs qui deviennent les régulateurs de l'équilibre de notre société. J'ajouterai que la nature, variant sur notre planète, la même confrontation volumétrique, saisie par la même divinité, ne peut être similaire. L'Asie comme l'Afrique, l'espace sera d'une taille identique, mais son âme devra s'appuyer sur les cultures, source de force dans l'esprit de ces nations. Si dans l'architecture, j'apprécie la lumière comme matériau de construction, il faut malgré tout considérer que diffusant ombres et demi-teintes, elle contribue à une écriture visible, porteuse d'un message du beau, de l'espoir, conquis par la main et l'esprit de l'homme. On a toujours opposé l'art et la matière, mais l'on peut se poser à son sujet une foule de questions. Où est la beauté sans cette source de vie? Parcourez notre capitale la nuit sans lumière. Toute la richesse y est engloutie dans une nuit de suie. Éclairez la ville, la beauté y est partout.
inondant l'espace. Mais cet espace, il sera très différent le jour. Regardez la place Saint-Marc. Elle fourmille la nuit de silhouettes mystérieuses, alors que le jour vient l'animer d'une vie insoupçonnable et s'infiltre dans ses venelles comme dans un vaste labyrinthe. La nuit, toujours. L'Australie semble s'avancer dans l'océan telle la figure de proue d'un gigantesque navire, alors que l'aurore viendra nous révéler les courbes inachevées de l'opéra de Sydney. Promenez-vous la nuit sur les rives du Saint-Laurent et contemplez cette silhouette qui se dessine et interrogez-vous. De quoi s'agit-il? D'un symbole sportif lointain. À Paris, la nuit, la tour Eiffel, fait électrique, est certainement plus qu'un symbole. Et combien d'autres cités dans le monde où le jour, l'aurore et la nuit contemplent les feux de la création. La peinture, tout comme l'art préhistorique, traverse les siècles en nous apportant une qualité de vie. L'art pictural offre une telle richesse que la lumière a été son fidèle serviteur en matière de communication dans le temps. L'éclairage de l'espace apporte la joie de l'évasion. La couleur y introduit un ordonnancement toujours riche pour la pensée et le rêve qui s'y rattache. Serait-il possible de penser qu'il n'y a pas de forme sans la couleur qui crée le rêve de l'atmosphère émotive? Si par la richesse de l'image artificielle, l'homme a su créer une vision moderne, sachons regarder dans le silence méditerranéen cette lumière à laquelle tant d'artistes se sont attachés, dans les porteuses d'offrandes du Parthénon. Elle enrichit l'espace, la curiosité et les rythmes s'y succèdent. Et pourtant, il n'y a pas de forme sans couleur qui ouvre la voie sur une réalité humaine. Il n'y a pas de forme sans couleur définie sur les formes sensorielles. En fait, rappelons-nous ici les propos de Paul Klee. L'art ne produit pas le visible, il le rend visible. Donc la lumière sera la force d'un lien solide. Si André Malraux ne voyait que l'art pour échapper à la solitude de son destin, le plus grand mystère n'est-il pas que nous essayons assez vigilants afin de comprendre l'éclat de la lumière, arrachant à la vision naturelle et au silence les formes que l'homme a conçues. Si l'art franchit les siècles et porte témoignage du passé, le seul témoin en est bien la luminosité. Nul ne peut être insensible là où les artistes ont su maîtriser la richesse de l'ombre et de la lumière, pour ne citer que Rembrandt, Vermeer, le Titien, le Gréco, car toutes ces œuvres s'appuient sur la remarque d'André Malraux. L'art a une fonction essentielle qui est de révéler à l'être humain sa grandeur et sa dignité. Le progrès s'est toujours appuyé sur la lumière, conduite vers des images actives, intégrées dans l'architecture, comme certaines capitales de l'Orient, en présentant les meilleurs exemples. Cette lumière artificielle devenue dynamique, en expliquant les masses publicitaires, devient destructrice de la création. Ce qui est résolu, agressif par la lumière, peut devenir un puissant facteur de destruction. Un équilibre doit être recherché. Parfois, trop de lumière écrase l'architecture et ses reliefs. Serait-il possible d'y associer la lumière évocatrice de l'art musical, si varié, si riche et d'une créativité lumière du temps? En conclusion, l'éternelle aurore est un foyer où les contacts humains, dès son origine, permettent d'équilibrer tant de recherches. D'où l'importance de l'art à notre époque. Tout devient lumineux et brillant devant l'œuvre. Chaque époque recrée son présent, mais valorise son avenir, et la lumière en est le matériau initiatique. Elle fait aussi rêver, guide la croissance, guide la connaissance et conduit l'innovation. La sensibilité humaine enregistre la palette des couleurs. Mais là encore, la lumière artificielle est très proche d'une émotivité profonde. Ne croyez pas, visionnaires et touristes, que la richesse des couleurs issues de la pensée magique des vitraux des cathédrales ne soit là que pour l'éternité et pour exprimer la force de Dieu.
Il s'agit de la grande richesse de l'Esprit de Dieu et des hommes qui s'y sont généreusement consacrés. Regardons nos grands peintres, leurs riches dessins. Une émotivité profonde peut en jaillir. Fixons un regard sur la poésie et la richesse de nos vitraux, où une pensée magique et profonde doit pérenniser l'esprit de la force de Dieu pour l'éternité. Ici sera toujours présent la richesse de l'esprit des hommes qui, par leur savoir, y auront si généreusement collaboré. En illuminant l'humanité, la création s'attache à une opposition permanente, où la lumière sera bien le témoin de l'invention humaine, de la confrontation des différentes civilisations et du progrès permanent. C'est bien l'éclat de la lumière qui fera briller les œuvres d'art et toutes les actions de la création. Rien n'est beau que le vrai seul est aimable, lança Boileau. Aujourd'hui, sous les feux extensifs et étendus de la lumière, nous sommes à même d'en apprécier l'exactitude. L'émotion esthétique sera toujours communiquée à ceux qui sont capables de l'éprouver. On peut croire que la science recherche d'abord le vrai et n'atteint parfois le beau que de surcroît, alors que l'art ira d'abord au beau, même si pour cela il doit être vrai. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur Claude Cohen-Tannoudji, délégué de l'Académie des sciences, pour la lecture de son discours intitulé « Lumière, matière et cosmos ». Le spectacle du ciel étoilé par nuit claire fait toujours rêver. Ne sommes-nous pas littéralement sidérés quand nous réalisons que la lumière émise par l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, met 4 années pour parvenir jusqu'à nous, et que celle provenant des galaxies les plus lointaines met plusieurs milliards d'années-lumière. Comme le dit Jean Perrin dans son livre de 1913, « Les atomes », dont la réédition a été préfacée par Pierre-Gilles de Gennes, l'astronome découvre, saisi de vertige, au-delà des ciels familiers, au-delà de ces gouffres d'ombre que la lumière met des millénaires à franchir, de pâles flocons perdus dans l'espace, voies lactées démesurément lointaines, dont la faible lueur nous révèle encore la palpitation ardente de millions d'astres géants. En un siècle, notre champ de vision est passé du millier d'années-lumière au milliard d'années-lumière. Qu'est-ce que la lumière ? Comment est-elle produite? Comment la percevons-nous? Comment interagit-elle avec la matière dont nous sommes faits? Comment nous renseigne-t-elle sur l'univers dans lequel nous vivons? Telles sont quelques-unes des questions que je voudrais effleurer dans ce bref exposé, questions qui ont de tout temps occupé une place essentielle dans les réflexions des philosophes et des scientifiques. Nous savons aujourd'hui que la lumière se comporte à la fois comme une onde électromagnétique et comme une pluie de corpuscules, les quanta de lumière ou photons. Ondes et photons se propagent dans l'espace, partout et toujours, à la même vitesse prodigieuse de 300 000 km par seconde. La lumière fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. La fréquence d'oscillation de l'onde, proportionnelle à l'énergie des photons qui lui sont associés, peut prendre n'importe quelle valeur de 0 à l'infini. Les fréquences auxquelles notre rétine est sensible, le spectre visible, couvrent une toute petite partie de ce spectre qui couvre à peu près 1 octave et qui est bordée vers le bas par les ondes hertziennes, centimétriques et infrarouges, et vers le haut par les ondes ultraviolettes, les rayons X et gamma. L'idée de la dualité onde-corpuscule, si féconde pour la lumière, Louis de Broglie eut l'audace de l'étendre à l'ensemble de la matière. À tout corpuscule matériel
il associe une onde dont la longueur d'onde est d'autant plus grande que la vitesse du corpuscule est plus petite. Prenant connaissance de ce travail révolutionnaire, Albert Einstein dira qu'il a soulevé un coin du grand voile. Ce travail, en effet, devait être le point de départ de l'élaboration d'une nouvelle mécanique, la mécanique quantique, qui donne une interprétation cohérente et quantitative de la structure des atomes, des molécules et des divers états de la matière. L'application des concepts quantiques au champ électromagnétique devait aussi conduire à une théorie beaucoup plus satisfaisante de la lumière et de ses interactions avec les particules chargées, comme les électrons, l'électrodynamique quantique. Cette théorie nous permet aussi de comprendre la structure de l'atome ainsi que sa capacité à émettre et à absorber de la lumière. Il faut pour cela étudier l'évolution de l'onde de De Broglie associée à l'électron en mouvement autour du noyau. On trouve alors que la fréquence propre de cette onde ne peut pas être quelconque. Elle ne peut prendre que certaines valeurs bien définies, de la même manière que la corde d'un violon ou d'un piano ne peut vibrer qu'à certaines fréquences, qui sont les fréquences de résonance de la corde. Ainsi, l'énergie de l'électron, associée à la fréquence de l'onde qui lui est associée, est-elle quantifiée? L'atome ne peut exister que dans certains niveaux d'énergie bien définis. S'il passe d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau situé plus bas, l'énergie perdue est rayonnée sous la forme d'un photon. La fréquence de la lumière rayonnée est proportionnelle à la différence des énergies des deux niveaux entre lesquels s'effectue la transition. Ce qui est important, c'est que deux espèces atomiques différentes, par exemple le sodium et l'hydrogène, n'ont pas les mêmes niveaux d'énergie. Le spectre de fréquence qu'ils émettent est en quelque sorte une empreinte génétique qui permet d'identifier l'atome qui a émis cette lumière. L'observation de la lumière émise par un milieu permet donc d'identifier les atomes contenus dans ce milieu. C'est ainsi qu'on obtient une source essentielle d'informations sur les espèces atomiques présentes dans les étoiles, les atmosphères stellaires, sur les centaines de molécules qui ont été découvertes dans l'espace interstellaire et, plus près de nous, sur les polluants présents dans la fumée des usines. Le processus inverse de l'émission, l'absorption, correspond au passage de l'atome d'un niveau donné à un niveau d'énergie plus élevé, par absorption d'un photon. De tels processus sont essentiels pour la vie des plantes, car elles peuvent ainsi, en captant l'énergie de la lumière solaire, synthétiser la matière organique dont elles ont besoin pour se développer. C'est l'absorption d'énergie solaire qui permet aussi à une cellule photovoltaïque de générer un courant électrique, une source d'énergie non polluante qui sera de plus en plus compétitive si le prix des panneaux solaires diminue et si leur rendement augmente. L'invention du laser, au milieu du siècle dernier, est le fruit d'une étude de plus en plus approfondie des processus d'émission et d'absorption de lumière dans des milieux hors d'équilibre. Le laser, cette nouvelle source de lumière dont les applications, tout à fait insoupçonnées au début, ne se comptent plus, qu'il s'agisse du traitement de la rétine, de la lecture des disques, des communications par fibre optique, de la télémétrie, de la découpe des matériaux et de bien d'autres technologies. Quel bel exemple de retombée de recherche fondamentale qui n'était au début guidée que par le souci de comprendre et par la curiosité. Dans les mains des physiciens, ces nouvelles sources de lumière sont devenues de remarquables instruments qui leur permettent d'explorer de nouveaux territoires de recherche. La lumière n'apparaît plus simplement comme une source d'information sur la matière, mais également comme un moyen d'agir sur les atomes, de les manipuler, de les placer dans des conditions nouvelles, souvent extrêmes. Permettez-moi de rappeler ici que mes deux directeurs de thèse, Alfred Kassler et Jean Brossel, membres de l'Académie des sciences, ont joué un rôle de pionnier dans cette façon de considérer la lumière. Étudions par exemple le refroidissement laser.
qui utilise la lumière laser pour dompter les atomes, c'est-à-dire réduire leur mouvement d'agitation désordonné. La situation d'un atome absorbant et réémettant sans cesse les photons d'un faisceau laser rappelle celle d'une cible qui serait soumise à une grêle de projectiles. Sous l'effet de ce bombardement, la cible subit une force qui la fait reculer dans la direction des projectiles incidents. De même, un atome placé dans un faisceau laser résonnant subit une force de pression de radiation qui peut être utilisée pour modifier sa vitesse, pour la réduire à des valeurs extrêmement faibles de l'ordre du millimètre par seconde. À titre de comparaison, les molécules d'oxygène et d'azote dans l'air de cette coupole autour de nous sont animées de vitesses de plusieurs centaines de mètres par seconde. En termes de température absolue, celles que le refroidissement laser permet d'obtenir peuvent atteindre des valeurs plusieurs milliards de fois plus basses que celles de la température ambiante. Comme ils sont animés de vitesses très faibles, les mesures de fréquence effectuées sur ces atomes, ainsi refroidis, peuvent se faire en un temps beaucoup plus long et devenir beaucoup plus précises, comme le prédit la mécanique quantique. Il devient alors possible d'améliorer de manière spectaculaire les performances des horloges atomiques asservies sur ces fréquences. On parvient maintenant à limiter la dérive des horloges atomiques à atomes ultra-froids à moins d'une seconde sur 300 millions d'années. Et on peut aussi envisager d'améliorer les systèmes de positionnement comme le système GPS et bientôt Galileo. Autre caractéristique importante des atomes ultra-froids, leur très grande longueur d'onde de De Broglie liée à leur très faible vitesse. Il devient beaucoup plus aisé maintenant d'observer le caractère ondulatoire du mouvement des atomes et de faire interférer des ondes atomiques pour réaliser, par exemple, des nouveaux types d'interféromètres ultrasensibles mesurant des vitesses de rotation très faibles. De nouveaux états de la matière, les condensats de Bose-Einstein gazeux, ont pu être récemment réalisés en laboratoire. 1 million d'atomes se retrouvent associés à la même onde macroscopique, siège d'effets quantiques spectaculaires comme la superfluidité et la cohérence. D'autres applications des atomes ultra-froids sont également envisagées dans le nouveau domaine très prometteur de l'information quantique. La lumière est également essentielle pour comprendre la structure et l'évolution de l'univers dans lequel nous vivons. La cosmologie élabore des modèles d'univers partant d'un état initial supposé et évoluant, selon les lois de la physique, jusqu'à son état actuel. C'est l'observation de la lumière émise provenant des étoiles et des galaxies, plus généralement du rayonnement électromagnétique émis dans tous les domaines de fréquence, qui permet de valider ou non ces modèles selon que les observations en confirment ou en infirment les prédictions théoriques. Pour l'instant, nous ne disposons que de la lumière comme source d'information. Il est possible que d'autres signaux puissent être détectés dans un avenir proche, comme par exemple les ondes gravitationnelles, qui sont des déformations de l'espace-temps provoquées par des événements très violents, comme la rencontre de deux trous noirs. Quel type de mesures peut-on faire sur la lumière qui nous parvient d'un objet lointain, comme une galaxie ou un amas de galaxies? On peut mesurer l'intensité lumineuse reçue, les fréquences et intensités des raies spectrales émises par les divers atomes émettant cette lumière. On peut aussi suivre les variations temporelles de la lumière émise par certains astres variables, comme les céphéides, ou certaines supernovae dont la dynamique est suffisamment bien comprise. Il est alors possible de déterminer la distance qui nous sépare de l'objet, sa vitesse relative par rapport à nous, les abondances relatives des diverses espèces atomiques qu'il contient. L'astronome Edwin Hubble a pu ainsi montrer en 1929
que les différentes galaxies s'éloignent les unes des autres avec une vitesse proportionnelle à leur distance, ce qui ne peut se comprendre que si l'univers est en expansion. Je donnerai volontiers une image métaphorique de ce phénomène. Imaginons, pour simplifier, un univers à 2 dimensions seulement, confiné à la surface d'un ballon que l'on gonflerait. Des pastilles collées sur ce ballon et symbolisant les galaxies s'éloignent les unes des autres avec une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont initialement plus distantes. Tout aussi clairement, cette image montre que l'univers n'a pas de centre. Tous les points du ballon sont équivalents. Ptolémée plaçait la Terre au centre du monde. Copernic remplaçait cette représentation géocentrique par une représentation héliocentrique. Nous savons aujourd'hui que l'univers s'étend bien au-delà du système solaire et de la Voie lactée. Le fait que l'univers soit en expansion nous conduit à la conclusion qu'il était dans le passé plus dense et plus chaud. Des observations de plus en plus précises, obtenues en particulier par les missions spatiales qui s'affranchissent de l'absorption par l'atmosphère du rayonnement en provenance des étoiles, confortent le modèle du Big Bang. Celui-ci décrit un univers en expansion à partir d'une phase extrêmement dense et énergétique apparue il y a 13,7 milliards d'années. Il est impossible, dans ce bref exposé, de décrire les différentes phases par lesquelles nous pensons que l'univers est passé depuis le Big Bang. Disons simplement que la lumière, initialement piégée au sein d'un milieu ionisé très dense et très opaque, s'en est échappée 380 000 ans après le Big Bang, lorsque ce milieu est devenu suffisamment dilué et transparent. Ce rayonnement primordial, le fond diffus cosmologique, avait initialement une température très élevée. Il s'est refroidi au cours de l'expansion de l'univers pour atteindre aujourd'hui une température de l'ordre de 2,7 degrés Kelvin, qui correspond à des longueurs d'onde dans le domaine radio. C'est le vestige le plus ancien que l'on puisse détecter. Il est étudié en grand détail grâce aux nombreuses missions spatiales qui lui sont consacrées, car il nous donne une image de plus en plus précise de l'univers primordial, tel qu'il était il y a 13,7 milliards d'années, bien avant l'apparition du système solaire. Comment l'être humain, un être si fragile, dont la vie dépasse rarement les 100 ans, une poussière de temps comparée à l'âge de l'univers, a-t-il pu, avec sa seule intelligence, parvenir à une telle cohérence dans sa représentation du monde qui l'entoure, aussi bien dans l'infiniment petit des atomes et des particules élémentaires que dans l'infiniment grand du cosmos. Les quelques avancées que je viens d'évoquer ne doivent pas cependant laisser penser que tous les problèmes seraient résolus. Loin s'en faut. Par exemple, les 2 découvertes récentes des astrophysiciens, celle d'une matière sombre, une forme inconnue de matière, 5 à 6 fois plus abondante que la matière ordinaire et qui ne se manifesterait que par ses effets gravitationnels, et celle d'une énergie sombre, une énergie mystérieuse qui serait à l'origine d'une accélération de l'expansion de l'univers, ne sont toujours pas expliquées. Tout progrès dans l'exploration du monde ouvre de nouveaux horizons, dévoile de nouveaux mystères, pose de nouvelles questions. Nous ne disposons pas encore de théories physiques pouvant décrire ce qui se passe dans les régimes d'énergie très élevés régnant dans les tout premiers instants après le Big Bang. La gravitation est toujours en attente d'une théorie quantique. Y a-t-il un avant-Big Bang? Le temps et l'espace sont-ils apparus au moment du Big Bang?
Pourra-t-on détecter dans les atmosphères des exoplanètes découvertes autour d'un nombre croissant d'étoiles autres que le Soleil, des molécules susceptibles de donner naissance à des formes de vie? Albert Einstein, le premier à avoir émis l'hypothèse des quantas de lumière, écrivait en 1951 à son ami Michele Besso: « Ces 50 années de rumination constante ne m'ont pas rapproché de la réponse à la question « Que sont les quantas lumineux ?» Peut-on imaginer pareille modestie de la part d'un homme qui, par ses contributions, a complètement transformé notre vision du monde? Puissent tous les chercheurs scientifiques présents et à venir poursuivre dans cette voie avec la même humilité et la même intelligence visionnaire. Je vous remercie. Merci, chers confrères. Je passe la parole à Monsieur André Vaucher, délégué et président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour la lecture de son discours intitulé « Lumière du Moyen-Âge ». L'opposition fondamentale entre la lumière assimilée à la vie et les ténèbres identifiées à l'engourdissement et à la mort a été souvent transposée dans le domaine culturel, les lumières étant associées à la connaissance et les ténèbres à l'ignorance. Ainsi, on a longtemps opposé le siècle des Lumières, le beau XVIIIe, à la période de l'histoire européenne qu'il est convenu d'appeler le Moyen-Âge, marquée depuis la Renaissance d'une connotation négative. L'image des ténèbres médiévales a pris forme, en effet, à la fin du XVe et au XVIe siècle, à l'occasion des polémiques des humanistes contre la culture scolastique. Ainsi, Rabelais, en 1552, stigmatisait, je le cite, « ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas lever leurs yeux vers le soleil et se dégager du brouillard épais et presque cimmérien de l'époque gothique ». Reprise par les auteurs français et italiens du XVIIe siècle, vulgarisée par Voltaire et par la philosophie de l'encyclopédie, traduite en anglais par l'expression « Dark Ages », cette formule est devenue banale. « Post tenebras lux », peut-on lire à Genève sur l'immense monument de la Réformation achevé en 1918. Aujourd'hui, les médias se réfèrent volontiers au Moyen-Âge dès qu'il est question d'évoquer une pratique barbare ou un comportement aberrant, alors même que l'idéologie du progrès indéfini de l'espèce humaine, qui est implicitement à la base de ce jugement négatif, a perdu toute constance et ne trouve plus aujourd'hui de savants ou de chercheurs dignes de ce nom qui prennent au sérieux la métaphore des ténèbres médiévales. Ce qui ne revient pas, bien sûr, à idéaliser tous les aspects de cette civilisation, comme l'ont fait à partir du XIXe siècle certains courants de pensée d'inspiration nostalgique ou réactionnaire. Si exaspérant que puissent être pour l'historien ces lieux communs tenaces, force est de reconnaître que le Moyen-Âge a bien été un monde sombre, où la lumière naturelle du soleil était avec le feu la principale source de lumière, même si les moyens de s'éclairer ne manquaient pas. Pour apprivoiser l'obscurité, on disposait en effet des lampes à huile, des torches, des chandelles de suif, des cierges en cire et des flammes du foyer. C'était peu de choses par rapport à nos moyens actuels d'illumination. Et l'on comprend que la nuit ait exercé une certaine fascination mêlée de crainte révérentielle sur les hommes de ce temps, et que l'apparition de la comète de Halley dans le ciel de la Normandie en 1086 ait fait figure d'événement majeur, ce qui lui valut d'être représenté sur la tapisserie de Bayeux. Mais cette lumière vibrante et irrégulière, bien différente de celle que diffusent nos lampes électriques, n'a rien de proprement médiéval. C'était déjà celle qu'avait connue l'Antiquité, et c'est encore celle dans laquelle baigneront les personnages du Caravage et de Georges de la Tour à l'âge classique. En fait, il a fallu attendre en Europe occidentale la fin du XIXe et le début du XXe pour qu'elle soit définitivement supplantée par la diffusion du gaz et de l'électricité dans les rues et les habitations. Aussi n'est-ce pas à ce niveau qu'il convient de rechercher une spécificité du Moyen-Âge par rapport aux époques qui l'ont précédé
et suivi. Celle-ci se situe plutôt au niveau d'une conception globale et cohérente de la lumière, marquée par une inspiration religieuse. Selon la Bible, Dieu, créateur du cosmos, a séparé les ténèbres de la lumière, perceptible avant tout à travers le soleil et la lune, les deux grands luminaires qu'il a placés dans le ciel. Pour ce bienfait, il doit être remercié, comme le souligna en 1225 François d'Assise dans son fameux Cantique de Frère Soleil. « Loué sois-tu, Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, qui est le jour, et par lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur. De toi, très haut, il porte le signe. » Après quoi le saint rendit grâce à Dieu d'avoir créé Sœur Lune et les étoiles, ainsi que Frère Feu par lequel tu illumines la nuit. Des hymnes à la gloire du soleil ou des cosmogonies astrales se retrouvent déjà dans des religions bien antérieures au christianisme, à commencer par l'Égypte pharaonique. Mais Dieu ici ne se confond pas avec la lumière physique, car il ne connaît ni ombre ni déclin, et le soleil n'est qu'un signe, une manifestation pour les humains de la gloire de Dieu qui exprime sa sainteté. Ce dernier s'est révélé aux hommes dans la personne du Christ, soleil levant qui illumine ceux qui se tiennent dans les ténèbres et lumière destinée à éclairer les nations, comme le dit l'évangile de Luc, expression de nature métaphorique qui ne définissent pas la nature du Fils de Dieu, mais le présentent de l'épiphanie à la transfiguration comme la lumière du monde, comme dit l'évangile de Jean. Aussi est-ce dans le domaine de la liturgie que le christianisme médiéval a donné à la lumière une place toute particulière, celle-ci étant perçue comme un signe visible de la présence divine. De fait, à partir du 8e siècle, l'illumination des églises est devenue un souci majeur. Ce qu'on appelait le luminaire, c'est-à-dire l'ensemble des lumières allumées dans les édifices sacrés, constituait en effet une des principales dépenses des communautés religieuses. Et au cours des derniers siècles du Moyen-Âge, non seulement les monastères et les cathédrales, mais également de simples paroisses y consacraient une bonne partie de leurs revenus. Dans le cadre du culte, on ne devait utiliser que des produits de qualité, donc coûteux, de l'huile d'olive pour les lampes, de la cire d'abeille pour les cierges. Des chandeliers étaient placés devant les autels et une couronne de lumière, constituée de supports de bronze dans lesquels s'intégraient des lampes, surplombait souvent le chœur afin de rehausser l'éclat de la liturgie. À partir du XIIIe siècle, on voit apparaître une veilleuse à côté de la réserve eucharistique, expression de la dévotion croissante dont celle-ci était l'objet, et les tombeaux des saints et les reliquaires, ainsi que les statues et les images du Christ et de la Vierge Marie, étaient entourés de lampes votives qui brûlaient en permanence, si bien que les églises apparaissaient comme des foyers de lumière. Le luminaire n'était pourtant pas une réalité statique. Son importance variait en fonction de la solennité des fêtes, et les fidèles étaient invités à contribuer à son développement en faisant des donations pour l'augmentation du culte divin, suivant la formule communément employée dans les documents de l'époque. Depuis les débuts du christianisme, en effet, la lumière était considérée comme un antidote à la mort, dans la mesure où elle rassurait les survivants, tout en conférant aux dépouilles des défunts un honneur particulier qui les rapprochait de Dieu. À l'époque romane, on édifia dans certaines régions, comme le Poitou, des lanternes des morts dans les cimetières. Au XIVe et XVe siècle, avec l'affirmation de l'individualité, l'illumination de l'Église devint à la fois un rite propitiatoire et un signe de distinction sociale face à la mort. En 1422, 12 000 livres de cire furent brûlés à Notre-Dame de Paris lors des obsèques du roi de France Charles VI, dont la dépouille auréolée de centaines de cierges se trouvait au centre de ce que nous appelons aujourd'hui une chapelle ardente. Princes, prélats et souverains rivalisèrent dans cette course à la lumière jusqu'à ce que la réforme y mette fin, au moins dans les pays devenus protestants. Cette fuite en avant dans l'accumulation de luminaires traduisait sans aucun doute un goût du paraître et de l'ostentation plus qu'une piété chrétienne authentique. Mais il n'est pas interdit d'y voir également l'expression paroxystique d'une peur de la nuit,
associé dans les esprits aux forces du mal, en particulier au prince des ténèbres qui rôdait dans l'obscurité, querem quem devoret, comme le dit l'office de Complis, récité chaque soir par les religieux avant de gagner le dortoir, où les règles stipulent qu'une veilleuse devait rester allumée toute la nuit. La recherche de la lumière qui caractérise le Moyen-Âge ne s'y limitait pas au domaine de l'illumination. Jacques Le Goff, dans sa Civilisation de l'Occident médiéval, a évoqué le goût barbare des hommes de ce temps pour les couleurs éclatantes. Cabochons insérés dans les plats de reliure, orfèvrerie rutilante, polychromie des sculptures, peintures couvrant les murs des églises et des demeures des puissants, magie colorée des vitraux. La pierre brute des voûtes romanes et des statues gothiques que notre époque admire tant est le produit des destructions opérées par le temps et d'une conception anachronique qui remonte au XIXe siècle. En fait, les restaurations menées au cours des dernières décennies, par exemple sur les façades des cathédrales de Lausanne et d'Amiens, ont mis en évidence l'importance de la polychromie dans ces monuments où le colorisme médiéval s'exprime avec une splendeur presque agressive. Sur cette conception anthropologique s'est greffée à partir du XIIe siècle une esthétique fondée sur une interprétation théologique de la lumière. Parmi les réalités du monde sensible, celle-ci présentait en effet la particularité d'être à la fois visible et immatérielle. Selon la formule de saint Augustin, elle est visibilité de l'ineffable, et à ce titre, elle pouvait être considérée comme une émanation de Dieu. Cette conception a trouvé sa première expression systématique dans les traités que Suger, le grand abbé de Saint-Denis, a consacrés à la reconstruction de son église abbatiale autour de 1140, où il s'inspire de la théologie mystique du pseudo-Denis, dit l'Aréopagite. En fait, il s'agit d'un traité néoplatonicien, la hiérarchie céleste, qui fut rédigé dans la première moitié du VIe siècle et traduit du grec en latin au IXe siècle à Saint-Denis par Jean Scott Érigène. Pour le pseudo-Denis et ses émules médiévaux, chaque créature reçoit et transmet une illumination divine selon ses capacités. Et les êtres, comme les choses, sont ordonnés en une hiérarchie en fonction de leur degré de participation à l'essence divine. L'âme humaine, enveloppée dans l'opacité de la matière, aspire à retourner vers le monde divin d'où elle vient. Elle n'y parvient que par l'intermédiaire des réalités visibles qui, au niveau successif de la hiérarchie, réfléchissent de mieux en mieux sa lumière. Par le créé, l'esprit humain peut donc remonter à l'incréé. Appliquée au domaine de l'art, cette conception des relations entre l'ici-bas et l'au-delà conduisit à multiplier dans les églises les œuvres d'orfèvrerie sacrée, ornées de pierres précieuses, auxquelles on attribuait une valeur médiatrice, dans la mesure où, par leur irradiation, elles aidaient les hommes à s'élever jusqu'à la splendeur du Créateur. Comme le dit l'inscription que Suger fit graver sur la porte de bronze de Saint-Denis, « Par la beauté sensible, l'âme engourdie s'élève à la vraie beauté, et du lieu où elle gisait engloutie, elle ressuscite au ciel en voyant la lumière de ses splendeurs. » Reflet de la perfection radieuse de la Jérusalem céleste, la basilique devient un lieu intermédiaire entre le limon de la terre et la pureté du ciel. Contre cette esthétique, le monachisme rénové et ascétique de sitôt partit en guerre au nom d'une spiritualité rigoriste. Saint Bernard, qui se fit son porte-parole, n'était pas moins dionysien que Suger, sur le plan théologique, mais il ne pouvait admettre le faste déployé par les moines clunisiens dans leurs églises, et il les invita à rechercher des clartés qui ne fussent pas corporelles, mais spirituelles. Pour lui, la couleur n'était pas de la lumière, mais plutôt de la matière, donc quelque chose de vil qu'il fallait rejeter hors du temple chrétien. Aux yeux de l'abbé de Clairvaux, tout ce qui brille et scintille est vanité, et la lumière chatoyante, saturée de couleurs, qui se dégage des vitraux, lui semblait trouble et ambiguë. Mieux valait s'en tenir dans les monastères aux couleurs fondamentales et franches que sont le blanc et le noir.
formule que Pierre Soulages a retrouvée et renouvelée dans ses vitraux de l'abbatiale de Conques. Comme l'a écrit Georges Duby, la verrière colorée est proscrite dans les maisons de l'ordre cistercien, qui refuse tout ce qui pourrait être pris pour un joyau. Devant la lumière du jour, elle ne dispose qu'un treillis de grisaille construit sur la géométrie la plus discrète. Toutefois, ces ouvertures étouffent, dès que le jour point et jusqu'à sa retombée, les scintillements de l'unique luminaire. À travers l'espace le plus sacré du monastère fusent alors les rayons, ces flèches amoureuses, émanations directes de Dieu. Et l'historien de citer à nouveau saint Bernard, de même que l'air inondé de lumière solaire paraît se transformer en cette clarté lumineuse à tel point qu'il ne paraît plus illuminé mais lumière, de même tout désir humain en arrive chez les saints à se liquéfier et à se fondre dans la volonté de Dieu. Ainsi s'établit pour la première fois en Occident un lien entre la lumière et l'amour, fondement de la vie mystique, qui commence alors à s'épanouir dans certains cloîtres, tant masculins que féminins. Dès le milieu du XIIe siècle, Hildegarde de Bingen, la Sibylle du Rhin, morte en 1179, parle de Dieu comme d'une lumière qui crée et renouvelle sans cesse la vie, tandis que la béguine Mechtilde de Magdebourg dictera à son confesseur dominicain, entre 1250 et 1280, les 7 livres d'un traité intitulé « Das fließende Licht der Gottheit », la lumière rayonnante de la divinité, où elle décrit et analyse les étapes de son itinéraire spirituel vers l'union à Dieu. Dans les textes hagiographiques, à la même époque, l'irradiation de la grâce dans un être humain se traduisait par des phénomènes lumineux qui finirent par devenir des attributs de la sainteté. Morts ou vifs, les saints sont entourés de rayons ou d'une auréole. Mais ne cherchons-nous pas aujourd'hui à exprimer une idée approchante quand nous disons d'une personne que nous aimons ou nous admirons qu'elle est solaire ou rayonnante? À partir du XIIIe siècle, on voit apparaître et se développer en Occident, dans le cadre des universités naissantes et des couvents des ordres mendiants, une réflexion systématique sur la lumière qui allait devenir un des thèmes majeurs de la pensée scolastique. Un grand prélat et savant anglais, Robert Grossetête, chancelier de l'université d'Oxford, développa dans ses ouvrages l'idée que la lumière est le principe constitutif de la matière et que tout le savoir humain procède d'une irradiation spirituelle de la lumière incréée. Si le péché ne rendait pas le corps opaque, écrit-il, l'on apercevrait directement chez l'homme les feux de la lumière divine. Entre tous les corps, la lumière physique est ce qu'il y a de meilleur et de plus beau. À la même époque, de grands théologiens comme le dominicain Albert le Grand ou le franciscain Bonaventure s'efforcèrent de montrer que la lumière opérait la jonction entre l'amour et la raison et de définir une théorie de la connaissance qui permette, à partir de l'observation des divers aspects du monde et sur la base d'un raisonnement logique, de retrouver le Dieu de la révélation chrétienne, dans l'esprit humain, mais aussi dans la nature. Parallèlement à cette réflexion philosophique, et non sans rapport avec elle, la lumière envahit alors les églises, et particulièrement les cathédrales. L'exemple de Saint-Denis avait été suivi sur une plus grande échelle à Chartres et à Notre-Dame de Paris dans la seconde moitié du XIIe siècle et au début du XIIIe. À la cathédrale de Reims, vers 1240-50, à la Sainte-Chapelle, vers 1260, les fenêtres sont entièrement ajourées, les murs disparaissent et tout est sacrifié à la lumière pour que de toutes parts le jour pénètre un espace intérieur devenu parfaitement homogène. Au portail de la façade, les tympans disparaissent et tout est sacrifié à la lumière. Tout est remplacé par des verrières. Partout fleurissent des roses qui s'épanouissent jusqu'à rejoindre l'armature des contreforts et figurent le jaillissement créateur de la lumière divine. Simultanément, s'est alors développée en Occident toute une réflexion de type scientifique autour de la lumière et de la vision, qui bénéficia du mouvement de traduction des textes arabes, en particulier à travers les traités d'optique d'Al-Kindi
auteur de la première moitié du IXe siècle, et surtout d'Alhazen, mort vers 1039. Jusqu'au XIIe siècle, on avait vécu sur l'idée, d'origine néoplatonicienne et transmise par saint Augustin, selon laquelle le rayon que l'œil envoie de façon ininterrompue provient du feu intérieur de l'homme. Au XIIIe siècle, la réception des œuvres d'Aristote et de ses commentateurs arabes Avicenne et Averroès orienta les recherches vers l'étude de l'anatomie de l'œil et vers une science optique fondée sur l'idée qu'à la différence de la lumière, lux en latin, qui est substance et cause de la vision, la luminosité, lumen, est un accident, c'est-à-dire une forme corporelle dérivée de la lumière substantielle, dont la diffusion et la réfraction sont explicables par des lois régies par la géométrie. Chez le franciscain anglais Roger Bacon et chez Vitello, un savant polonais qui résidait à la cour des papes dans les années 1270-80, l'attention se concentre sur l'itinéraire effectué par le rayon de la vision et sur les origines de la réfraction. Thomas d'Aquin, influencé par les conceptions aristotéliciennes, alla plus loin en soutenant que la lumière qui appartient au monde sensoriel n'est pas la forme substantielle des choses et ne peut donc agir sur l'intellect que de façon métaphorique. Étape importante dans l'histoire de la pensée scientifique, car différencier la lumière de la substance des objets, c'était déjà ouvrir la voie au concept de photon. Même si, dans l'ensemble, ces recherches demeurèrent plus théoriques qu'expérimentales, on aura garde d'oublier qu'elles rendirent possible la fabrication par des praticiens anonymes de verres destinés à corriger la myopie, et donc l'apparition des lunettes autour de 1280-1300, invention médiévale dont l'importance est justement soulignée par le franciscain Guillaume de Baskerville dans Le nom de la rose d'Umberto Eco. À partir de la seconde moitié du XIVe siècle, la plupart des auteurs s'orientèrent vers une interprétation naturelle des mirages et autres illusions des sens qui devaient ouvrir la voie à des recherches sur la prospective et la perspective au sens moderne du terme. On était déjà au seuil de l'approche purement optique des phénomènes lumineux qui sera celle de la Renaissance, et bien loin de la conception métaphysique élaborée par les scolastiques ou expérimentée par les mystiques. Mais même si l'on considère que les penseurs médiévaux n'ont pas fait beaucoup avancer la science dans ce domaine, on ne peut rester indifférent aux efforts qu'ils ont déployés pour donner de la lumière une conception unitaire permettant d'associer au sein d'un même processus les opérations de la vue, l'animation du monde et l'illumination de l'esprit, ainsi qu'aux extraordinaires retombées qu'eurent leurs idées dans le domaine intellectuel et artistique, depuis les vitraux de Chartres jusqu'aux visions paradisiaques de Dante dans la Divine Comédie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur Éric Orsena, délégué de l'Académie française, pour la lecture de son discours intitulé « Éloge de l'ombre ». Il était une fois, vers 230 avant Jésus-Christ, le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Il avait pour nom Ératosthène. On lui avait rapporté qu'à Syène, aujourd'hui Assouan, dans le sud de ce pays d'Égypte, le soleil, certains jours de juin, tombait droit dans les puits, accompagné d'aucune ombre. Or, chez lui, bien plus au nord, à cette même date du solstice d'été, l'ombre demeurait. Depuis des siècles, les meilleurs esprits de ce pourtour méditerranéen avaient compris que la Terre ne pouvait être que ronde. Mais comment mesurer sa circonférence? Ératosthène réfléchit, et si la réponse à la question que tout le monde se posait se trouvait dans l'ombre. Sur une place de sa bonne ville d'Alexandrie, il se mit à mesurer l'angle que faisait cette ombre le 21 juin avec la verticale. On le crut devenu fou, mais il avait son idée. Il demanda aux chameliers combien de temps leur prenait
pour venir de Sienne et quelle distance parcourait chaque jour leur bête. Il divisa, il multiplia, il trouva un chiffre, et c'est ainsi, grâce à l'ombre, que fut pour la première fois évaluée la taille de notre planète avec une erreur inférieure à 10%. La faute en revient non pas au calcul d'Ératosthène, mais au chameau. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez emprunté pour venir jusqu'ici ce moyen de transport, le pas de ces animaux manque de régularité. Cette expérience ne laisse de fasciner. Quel plus bel exemple du pouvoir de la simple intelligence humaine et quelle meilleure preuve de la fécondité de l'ombre. 16 ou 17 siècles suivirent d'obscurantisme, lequel n'est pas l'ombre, mais son contraire, le refus de la vérité. 16 ou 17 siècles durant, écrasés par une certaine lecture de la Bible, on s'obstina à tenir pour plate notre terre. Ainsi, les hommes portent en eux cette double énergie qui les fait en même temps chercher la connaissance et s'acharner à ne pas savoir. Et quand ils finissent par apprendre, ils s'arrangent pour s'aveugler et ne tirer ainsi aucune conséquence de ce qu'ils viennent de découvrir. L'obscurantisme n'est pas mort, on le sait, on dirait même qu'il renaît dans des régions croissantes du monde. Chez nous, une autre logique se fait jour. Elle suit une ligne absolument inverse, puisqu'appuyée sur la démocratie la plus sourcilleuse, le respect scrupuleux de l'opinion de chacun. Et pourtant, voici qu'elle aboutit à des résultats presque aussi pernicieux, c'est le fait de considérer toute connaissance comme suspecte. Michel Serres le dit bien, la charge de la preuve s'est inversée. Autrefois, le savant, le sachant, c'est-à-dire celui qui avait passé sa vie à travailler sur des hypothèses et à les vérifier avec patience et honnêteté, imposait naturellement son autorité. On s'inclinait devant sa science qu'on constatait supérieure à la sienne. Aujourd'hui, tout savant, tout sachant, doit passer devant une sorte de tribunal où il doit présenter ses excuses de tant savoir. On le conteste, on le discute, pourquoi pas, mais souvent on le soupçonne, on l'imagine impliqué dans d'inavouables complots. Vous imaginez bien qu'en tant que romancier, je n'ai rien contre la magie de la fiction et son pouvoir irremplaçable pour expliquer le monde. Mais avouons que je m'inquiète quand je vois tant de gens tenir pour vrai le Da Vinci Code. Plus besoin de compétences, ni d'expérience, ni d'aucune preuve à ce qu'on avance, on a tous droit égal et voix légitime au chapitre. La toile, alias le net, vous ouvre grand ses bras. Vous pensez que les attentats du 11 septembre n'ont jamais eu lieu? Bienvenue dans mon émission. Développez votre point de vue devant des millions de téléspectateurs. Vous avez la certitude intime qu'aucun homme n'a jamais marché sur la Lune, mais que la scène a été reconstituée par la NASA dans un désert du Nouveau-Mexique. Quelle stimulante idée! Venez donc nous en parler. Ce mépris tranquille du réel, cet oubli des sanctions, ne vous rappelle-t-il pas un autre univers de notre modernité, celui des dérives de la finance? Quand on peut faire n'importe quoi et sans aucun risque, en tirer de gros profits, pourquoi ne pas dire n'importe quoi et gagner cette autre monnaie de notre temps, la célébrité? Bref, les Lumières sont malades. J'aimerais vous dire, pour ne pas trop vous gâter ce mardi après-midi, que les dernières nouvelles de l'ombre sont meilleures, hélas. J'aime, dit Stendhal, j'aime les pays où l'on a besoin d'ombre. J'entends déjà exulter, il n'y en a pas parmi vous, mais j'en connais, les passionnés du bronzage. Oui, vive Stendhal et vive le soleil, embarquons-nous au plus vite vers le sud, les seules destinations qui vaillent sont celles d'où l'on revient brûlé. Il me semble bien que ces jolis cœurs n'ont rien compris. Stendhal veut dire que l'ombre est un pays en lui-même, l'unique vraie patrie des timides, le milieu le plus propice aux amours et aussi aux mauvaises actions. Or,
le taux d'ombre décline. Qu'on jette un peu de jour, enfin, sur les pratiques des paradis fiscaux à la bonne heure, si la nouvelle est vraie, qui ne s'en réjouirait? Mais quelque chose me dit que ce louable objectif ne sera pas encore atteint, et loin de là que nous serons déjà sous entière surveillance. Relisez Orwell, nous avançons à grands pas vers l'avenir qu'il a prévu. Un président que j'ai eu l'honneur de servir avait une certaine tendance de trop aimer écouter aux portes, je veux dire au téléphone. J'avoue bien volontiers que cette pratique n'est pas défendable, mais je remarque dans le même temps qu'elle s'est beaucoup raffinée. Qui peut, aujourd'hui, demeurer encore assez naïf pour croire de bonne foi posséder une vie privée? Je me souviens d'une de nos séances du dictionnaire. Nous examinions la longue liste des exemples accompagnant le mot « renard ». On sait que cet animal est, depuis le fond des âges, considéré comme pourvu de la plus vive intelligence et donc capable des plus surprenantes fourberies. D'où cette expression qui fit nos délices, se confesser au renard. Celui qui se confesse au renard confie un secret à une personne qui, contrairement à sa promesse de confidentialité, va s'empresser d'aller le colporter par la cour et la ville. Et si nous étions cernés de renards? Et si nos chers ordinateurs étaient autant de renards qui n'avaient rien de plus urgent qu'aller révéler nos données personnelles, nos choix de consommateurs, nos préférences sexuelles, aux instances publiques ou aux sociétés privées qui savent quel usage en faire? À chaque clic se précise votre profil, on sait tout de vous, on connaît vos choix avant même que vous les ayez exprimés, vous luttez contre un fichier d'information, vous vous débarrassez de celui qui portait le doux nom d'Edwige. Voici que, chassé par la porte, il revient par les fenêtres et se multiplie. Vous écoutez la justification des ministres, votre sécurité, vous dit-il, est à ce prix. Vous remerciez, vous hochez la tête, mais une part de vous frissonne. Bon, vous dites-vous, faisons la part du feu. Il me reste au moins, comme ombre, le plus intime de mon intimité, mon dossier médical. Laissez-moi réfréner mon rire pour que vous n'en soyez pas blessés. Comment, à votre âge, et donc conscient des choses, pouvez-vous encore imaginer que vous êtes le seul, avec votre médecin, à connaître le secret de vos artères, les derniers chiffres de vos constantes biologiques et la beauté de vos perspectives pulmonaires fraîchement sorties du scanner? Ah, les coffres-forts ne sont plus ce qu'ils étaient, les montes en l'air sont tous des ingénieurs. Une fois numérisés, aucune information n'est plus protégée. Votre seule chance, c'est que personne ne s'intéresse à vous. Maigre consolation. Étrange paradoxe de notre époque hantée par la consommation, la double nécessité du profit et de la protection conduit à envahir ce qui pouvait paraître comme l'ultime refuge de la propriété, le sanctuaire de la personne. La distinction n'est plus entre vie privée et vie publique, mais entre vous et moi, les gens normaux, et tous ceux qui, d'ores et déjà, ont presque tous les moyens pour tout connaître de vous. 1000 exemples récents me reviennent en mémoire qui montrent à quel point nous n'avons pas pris la mesure des bouleversements en cours qui tuent l'ombre à laquelle nous croyons avoir droit. Vous achetez des livres numérisés. À tout moment, votre vendeur, Google pour ne pas le citer, peut détruire, quand il le souhaite, tel ou tel livre de votre bibliothèque virtuelle qui ne serait plus de son goût ou de celui des autorités. La technique de l'autodafé aussi a progressé. Quant à la réalité, elle vient de franchir en Angleterre une nouvelle étape en organisant la délation généralisée. Quelle société pourra supporter cette folle transparence? Quelle est la part d'ombre minimum chez un être humain en dessous de laquelle il ne peut survivre? Et comment disparaître? Rassurez-vous, je ne parle pas de suicide en direct devant vous, mais de quitter un beau jour son existence pour aller secrètement, librement, délicieusement la recommencer ailleurs,
sous un autre nom et sous d'autres cieux. Je sais que ce rêve de grandes vacances est celui de quelques-uns d'entre vous. Pensez-vous pouvoir le réaliser? Désormais, nos bateaux à voile eux-mêmes sont contraints d'embarquer des mouchards, je veux dire des balises, qui à tout moment, même à l'autre bout de la planète, révèlent leur position en degrés, en minutes, en secondes. L'un des privilèges d'occuper un temps les palais de la République, c'est de pouvoir choisir un ou deux tableaux dans les collections nationales. Ils agrémenteront vos bureaux et convaincront vos visiteurs de l'étendue de votre culture. C'est ainsi que 3 ans durant, j'ai vécu sous les regards bienveillants mais ô combien exigeants de Pierre Soulages. Quand le rayonnement devenait trop vite de celui qu'on appelait alors Dieu, quand le vertige du pouvoir me faisait perdre pied, j'allais me planter devant son œuvre. Sa sévérité, ses vibrations lentes, dans tout ce noir, me guérissaient de toutes les agitations mauvaises et remettaient vite les urgences à leur place, subalternes. Il me semble que ce tableau m'a ouvert l'une des portes du Japon. Junichiro Tanizaki est né en 1886. À 24 ans, il publie une nouvelle qui fait grand bruit, elle s'appelle « Tatouage ». Suivront de nombreux romans où Tanizaki explore certaines régions secrètes de l'amour, dont, et je vous les recommande, Le goût des orties et ce chef-d'œuvre, Neige légère. Agacé fortement par la passion occidentale pour le clinquant, lequel est sans doute la véritable origine étymologique du mot « bling-bling », il écrit, en 1933, L'éloge de l'ombre. Je m'y réfugie chaque fois que je sens me surveiller un œil nouveau. Décidément, je vous ai trop inquiété cet après-midi. Acceptez, pour vous aider à retrouver vos esprits, que je vous entraîne dans la maison de plaisir Sumiya de Shimabara. Écoutons notre guide, ne craignez rien. D'abord, nous sommes des adultes consentants. En plus, les enfants même peuvent entendre ce qui va suivre. Je cite. « Il régnait dans cet établissement une certaine obscurité dont je ne puis oublier la qualité. C'était dans une vaste salle qu'on appelait, je crois, la salle des pins. Les ténèbres dans cette pièce immense, à peine éclairée par la flamme d'une unique chandelle, avaient une densité d'une toute autre nature que celles qui peuvent régner dans un petit salon. À l'instant où je pénétrais dans cette salle, une servante d'âge mûr, aux sourcils rasés, aux dents noircies, s'y trouvait agenouillée, en train de disposer le chandelier devant le grand écran. Derrière cet écran, qui délimitait un espace lumineux de 2 nattes environ, retombait, comme suspendu au plafond, une obscurité haute, dense et de couleur uniforme, sur laquelle la lueur indécise de la chandelle, incapable d'en entamer l'épaisseur, rebondissait comme sur un mur noir. J'aimerais, dit Tanizaki, j'aimerais tenter de faire revivre cet univers d'ombre que nous sommes en train de perdre. J'aimerais allonger l'auvent de cet édifice qui a nom littérature. J'aimerais en obscurcir les murs, plonger dans l'ombre ce qui est trop visible. Je ne prétends pas qu'il faille en faire autant pour toutes les maisons, mais je crois qu'il serait bon qu'il en reste, ne fût-ce qu'une seule de ce genre-là. Et pour voir ce que cela peut donner, eh bien, je m'en vais éteindre la lumière. Fin de citation. Voilà, ce mardi, je voulais seulement vous faire ce petit cadeau, ce cadeau d'ombre. Merci, Monsieur Orsena. Mesdames et messieurs, la séance est levée.